Salut les Européens! Bonjour, bienvenue dans Vox Pop. Cette semaine, nous sommes à Paris et nous allons vous parler des jeux en ligne, sur Internet quoi. Poker, paris sportifs. Il y a 10 ans, l'Europe a demandé aux États membres d'ouvrir leur monopole à la concurrence. Vox Pop a enquêté en France où depuis 2010, le marché s'est entrouvert et est toujours sous haute surveillance. Et pourtant, un joueur sur deux fréquente encore des sites interdits. Il est vital, 100% vital, de ne pas être dans le système français si on veut tout simplement réaliser un super complément de revenus ou sa vie avec les paris sportifs. Alors la France a-t-elle supprimé le monopole des jeux? Nous avons posé la question à Xavier Hurstel, le PDG du PMU. Détrompez-vous, on n'est pas propriétaire de nos clients quand on vend du jeu. Nos clients, tous les matins, il faut aller les conquérir. Mais avant notre enquête, direction Rome, où notre correspondante nous explique comment il est aujourd'hui difficile pour les femmes d'avorter légalement. C'est à toi, Valentina. Bonjour Vox Pop, bienvenue à Rome. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi en Italie, il est de plus en plus difficile d'avorter. 1978. Malgré l'influence de l'Église en Italie, l'avortement devenait légal. Une grande victoire pour les féministes. 37 ans plus tard, les médecins militants qui acceptent de pratiquer les avortements sont de plus en plus rares. Lisa Canitano, gynécologue à l'hôpital, pratique environ 450 avortements par an. Une des 10 dernières militantes romaines de cette génération. 2 fois par semaine, elle assure une assistance téléphonique bénévole, une mission que le planning familial n'assume plus aujourd'hui. Bonjour, association Vita di Donna, dis-moi tout. Bonjour, j'ai trouvé votre numéro sur Internet. Dis-moi tout. En fait, je suis vraiment ennuyée car j'ai oublié de prendre ma pilule et j'ai eu des rapports jeudi et vendredi. Quand l'avez-vous oublié? Jeudi? Une écoute, un conseil que peu de médecins prodiguent désormais. La cause, l'influence de l'Église. En Italie, des universités religieuses forment de futurs gynécologues catholiques et les aident à se faire embaucher et à faire carrière dans des établissements de santé publique. Du coup, le fait de ne pas appliquer une loi de l'État italien, comme la loi 194, n'est pas considéré comme quelque chose de mal. Bien au contraire. Le droit pour les femmes d'avoir une sexualité qui n'est pas tournée exclusivement vers la reproduction, en Italie, ça n'a jamais été possible. Car cette loi 194 sur l'avortement est particulière. Elle autorise aussi les médecins à ne pas la respecter au nom de l'objection de conscience. Et les gynécologues objecteurs sont de plus en plus nombreux. 58% il y a 10 ans, 70% aujourd'hui en Italie, et jusqu'à 90% dans la région de Rome, ou comme ici, dans la région de Naples. C'est là qu'une fois par mois, l'association No 194 manifeste contre la loi. Des prières, une centaine de catholiques, et parmi eux, une gynécologue objectrice de conscience. J'ai choisi d'être objectrice par respect de la vie. Dans les hôpitaux, nous sommes discriminés. On nous perçoit comme des personnes qui tentent presque d'éviter une partie de leur travail. Mais vous êtes majoritaire en Italie. Oui. Et en Campanie, nous sommes même 10% au-dessus de la moyenne nationale. En fait, les objecteurs ont pris le pouvoir dans la région et les catholiques continuent leur pression. Comme sur cette clinique qui procède à 1400 avortements par an. Son gynécologue récupère toutes les femmes que les hôpitaux publics refusent désormais. Le problème, c'est que le personnel paramédical et même l'anesthésiste se déclarent objecteurs. C'est pourquoi organiser une IVG dans une structure publique où tout le monde est objecteur, ça devient très difficile. Dans cette région de Naples, certaines femmes ont payé très cher leur avortement. C'est l'histoire de Laura. Enceinte de 5 mois d'un enfant trisomique, elle subit un avortement thérapeutique sans ménagement. Son fœtus expulsé, le cauchemar commence. Elle l'a raconté dans un livre, Avorté au milieu des objecteurs. J'ai senti quelque chose de mou,
humide et chaud qui s'attachait à moi. Et en fait, c'était les bras de ma fille qui bougeaient, car elle était encore vivante. Une femme qui vient d'avorter ne devrait pas être laissée seule. Et après, c'était encore pire pour ma fille. Ils l'ont gardée en vie encore 4 jours. Cette violence, selon elle, n'avait pas eu d'autre objectif que de lui faire payer le choix d'avorter. En 2014, le Conseil de l'Europe a jugé que l'objection de conscience violait la Charte sociale européenne. Allô, buongiorno, buonasera Valentina. Bonsoir. Tu vas bien? Tout va bien. Alors, ces médecins qui font valoir l'objection de conscience, ils disent « je veux pas, selon mes convictions, je veux pas avorter une femme ». Tu dis qu'ils sont majoritaires, qu'à Rome et à Naples, ils sont 90%. C'est pas tous des catholiques rétrogrades quand même. Qu'est-ce qui se passe? Non, absolument pas. Il se passe que si tu veux faire carrière dans les hôpitaux italiens, il vaut mieux que tu sois un ami de l'Église et pas son ennemi. Ce phénomène a pris une telle ampleur que les gynécologues qui ne sont pas objecteurs de conscience se retrouvent aujourd'hui à devoir s'occuper tout seuls de tous les avortements. Et donc à la fin, ils disent « j'en ai assez, je vais aussi devenir objecteur ». Alors, comment font les femmes alors? Est-ce qu'il y a la pilule du lendemain? Oui, il existe la pilule du lendemain. Et aujourd'hui, après maintes batailles, on a réussi également à faire introduire la RU 486, qui fonctionne dans certains hôpitaux. Pas beaucoup, mais quand même dans quelques-uns. Autour de toi, dans ton entourage, certaines personnes sont touchées, ont eu des problèmes. Qu'est-ce qu'elles ont fait? C'est un choix qui devient très difficile car au-delà de la décision d'avorter, déjà en soi très dur à prendre pour une femme, il y a une situation contingente encore plus compliquée car on se retrouve face à des institutions qui nous bloquent, qui nous font la morale. Bon bah Valentina, merci. Le monde va dans un drôle de sens en ce moment. Pour une fois, l'Europe est en avance. On y croit encore. Je t'embrasse. À bientôt. Salut Valentina. Au revoir, à bientôt. Ciao. À suivre dans Vox Pop, de plus en plus de Français parient ou jouent au poker sur des sites interdits et une rencontre avec Xavier Hurstel, le PDG du PMU. Jeux en ligne, le mirage français, c'est l'enquête de Vox Pop. Nous avons rendez-vous maintenant avec le numéro 1 du poker en ligne en France et en Europe. Il paraît que leurs affaires ne vont pas très bien. Donc ça, c'est pokerstars.fr, c'est vous, C'était illégal ça avant, non? C'était pas illégal, il n'y avait pas de législation sur le poker en ligne avant. Ça vient d'où? C'est passé par un pays d'Amérique du Sud? Il y a un bureau PokerStars en Amérique du Sud, il y a un bureau à Paris où vous êtes, il y a un bureau à l'île de Man, à Londres, et maintenant le siège social est au Canada. C'est pas ouvert en public ici. Non, là ce sont les bureaux de la filiale française de PokerStars. Il y a du support client, il y a de l'interface, de la création, du marketing. C'est la filiale qui est en charge d'adapter la stratégie globale aux spécificités du marché français. Vous gagnez des sous? On en gagne heureusement un petit peu, oui. Ouais. Un petit peu, ou il paraît que ça marche pas bien le poker? Il paraît que c'est en chute libre. C'était la mode dans les années 2000 et là, c'est ringard quoi. Il y a eu un gros boom à l'ouverture du marché en 2010. Jusque 2012, ça s'est très très bien porté. Là, il y a une érosion, c'est tout à fait évident. La faute au fait qu'on doit jouer entre joueurs français, c'est une grande spécificité de notre domaine. Ah bon? Ce qui fait qu'un joueur qui joue en France ne pourra jamais disputer les grandes compétitions internationales sur Internet. Ça, c'est la législation française? Oui. Ah oui. C'est un petit peu paralysant pour tous les joueurs professionnels. Donc ils sont partis, tout simplement, ils ont quitté la France, parce qu'ils n'ont pas le choix. Sinon leur modèle économique... Vous avez un joueur ici, une vedette, Elki, c'est ça? Elki, ouais, c'est le plus grand champion de poker français. Il habitait en Angleterre, maintenant il habite à Malte, il habite un peu partout dans le monde. Ah tiens, il a déménagé à Malte, le nouveau paradis européen des jeux en ligne. Pas de taxes et très peu d'impôts. Intéressant ça. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici... En tant que champion, vous gagnez... Il paraît que ça se mesure en millions de dollars. En fait, j'ai 11 millions de dollars de gains en tournoi live. J'ai aussi des gains sur Internet, oui. Combien sur Internet? Sur Internet, je dois être à... Oui, je pense que 2 millions de dollars à peu près. Et des impôts aussi, non?
Bon, site puis l'intérêt à Malte, international.com, c'est qu'il y a moins d'impôts. Hein. Je crois que c'est 15% maximum les impôts à Malte. Hein. C'est pas mal. Bah, en fait, j'ai vraiment mon intérêt, c'est vraiment de jouer contre contre tout le monde, de jouer avec les joueurs internationaux, en fait, parce que ça permet. Bon, il ne parlera pas de ses impôts, c'est clair. C'est là où il y a vraiment les nouvelles. Excusez-moi, ça peut vous arriver de perdre. En fait, vous pouvez perdre de l'argent, vous aussi, non? Rassurez-moi. Oui, bien sûr. Ouais. Ça... Non, vous jouez pas au tiercé, au PMU, non? Non, je joue pas à ça. Merci, Monsieur Elki. On va faire le tour maintenant de l'Europe avec nos correspondants pour voir comment les pays européens se sont ouverts ou pas au marché privé et donc ont cassé leur monopole. Pressé par la Commission européenne, le Portugal a finalement autorisé cette année les jeux en ligne, mettant fin au monopole de la Santa Casa da Misericordia de Lisboa sur la loterie et les paris sportifs. La fin d'une certaine hypocrisie. Nombre d'opérateurs exerçaient depuis l'étranger au Portugal, à l'instar des bookmakers anglais. Les taxes attendues par l'État s'élèvent à 25 millions d'euros. Mais certains critiquent les taux de fiscalité imposés par Lisbonne. 15 à 30% de taxes sur le produit de jeux en ligne et 6 à 15% pour les paris en ligne. Très lourde, cette fiscalité pourrait ne pas être assez attractive pour les opérateurs étrangers, selon les analystes, qui pensent que le Portugal, comme la France il y a 5 ans, ne joue pas le jeu. Jusqu'à présent, la Suède défend bec et ongle son monopole sur les jeux en ligne. Malgré la pression des opérateurs mondiaux, malgré les condamnations de l'Union et les décisions de justice européennes, la Suède n'a toujours pas ouvert son marché aux opérateurs privés. Du coup, les jeux sont dans les mains de la société d'État la Svenska Spel, créée en 1997. Elle propose des jeux en ligne, des jeux de grattage, le loto, mais possède également 4 vrais casinos. Pour autant, les Suédois peuvent avoir accès à des sites installés à l'étranger. Cette absence de concurrence donne lieu à un bras de fer avec la société suédoise Betsson, un des géants privés du jeu en ligne, qui a défié à plusieurs reprises le monopole suédois. Cette entreprise est cotée au Nasdaq de Stockholm, mais opère depuis Malte, où elle emploie plus de 500 personnes. Alors, la France a-t-elle vraiment ouvert les jeux en ligne à la concurrence? Lorraine de Fouché a enquêté en France et à Malte. 13h, au Clichy-Montmartre, dernier cercle de jeux encore ouvert à Paris. Au milieu des amateurs de poker traditionnels, nous retrouvons un joueur un peu particulier, Maxence Rigotier. Sa table à lui, c'est son ordinateur portable. Et son terrain de jeu, les sites de paris sportifs interdits en France. Il y accède en 2 clics, grâce à un petit logiciel. Ça permet de mettre une IP dans un autre pays de son choix. Aujourd'hui, Maxence se fait passer pour un joueur maltais. Plus de jeux et moins de taxes, il multiplie ainsi ses chances de gain, comme pour ce match de football de la Ligue des Champions. La cote est à 1,87 sur bwin.fr et la cote est à donc 2,37, on le voit ici, 2,37 sur un bookmaker étranger. Donc vous voyez un peu la différence sur 100 €. En France, si on gagne 87 € de bénéfices. À l'étranger, on gagne donc 137 € de bénéfices. Comme Maxence, la moitié des joueurs en ligne français misent sur les sites interdits en France. Il est vital, 100% vital, de ne pas être dans le système français si on veut tout simplement réaliser un super complément de revenus ou sa vie avec les paris sportifs. Pourtant, l'ouverture à la concurrence des jeux en ligne exigée par la Commission européenne s'annonçait comme une bonne nouvelle. C'était le 6 avril 2010. On en parle depuis des années, cette fois c'est fait, c'est officiel, la France a mis fin au monopole du PMU et de la Française des Jeux sur les paris en ligne. Les nouveaux opérateurs affichaient alors leur optimisme. On peut parler de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de parieurs dans les prochains mois. 5 ans plus tard, l'euphorie est retombée. Le nombre d'opérateurs a chuté de 34 à 17. Celui des joueurs a diminué de 40%. Les sites français sont sinistrés. En cause, les règles françaises très protectionnistes. C'est l'Argel, l'autorité de régulation des jeux en ligne, qui les fait respecter sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances. La France a interdit un certain nombre de paris sportifs, mais aussi les jeux de casino, pour protéger les entreprises françaises. Au 3e étage du bâtiment, des officiers de police traquent les sites illégaux. Bon, tu joues rouge. Ouais, je joue rouge. Aujourd'hui, dans leur viseur, un jeu de roulette en ligne. Donc voilà, 1 $ est posé sur le rouge.
Jour de chance, je fais gagner de l'argent. Nathalie et Marie jouent pour de vrai pour mieux constater l'infraction. Ce site donc, est illégal parce qu'il propose des jeux de casino et qu'il est accessible depuis le territoire français. Marie-Laure s'est inscrite, elle a fait la démonstration. Après 2 avertissements, Nathalie enclenchera une procédure judiciaire. En 5 ans, 250 sites ont ainsi été bloqués. Et voyez, la connexion a échoué. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les fournisseurs d'accès Internet ont interdit l'accès à ce site-là, conformément à l'ordonnance, puisque vous voyez, ce sont les fournisseurs d'accès Internet qui sont sollicités dans le cadre de cette ordonnance. La plupart des sites litigieux ont la même provenance, Malte. Ça peut s'expliquer par le fait que les contrôles qui sont effectués par l'autorité maltaise sont peut-être moins importants, enfin assurément moins importants que les nôtres, et peut-être aussi une fiscalité maltaise différente, ce qui fait que ça peut devenir un paradis des jeux en ligne. Oui. Malte, un paradis pour touristes. Mais surtout, depuis 11 ans, l'île est devenue la capitale européenne des jeux en ligne, pour la plus grande joie des autorités. Nous sommes ici dans l'épicentre de l'industrie maltaise du jeu en ligne. Toutes les entreprises sont basées dans ces 5 km². Beaucoup d'entre elles sont dans cet immeuble et dans les immeubles autour. En tout, près de 300 opérateurs internationaux, y compris des Français, sont basés à Malte. Ils génèrent 13% du PIB maltais. Cet engouement pour l'île ne doit rien à la météo. Les entreprises qui se relocalisent à Malte sont taxées à 5% grâce à un système d'abattement, ce qui est très attractif pour un État membre de l'Union européenne. 5% d'impôt sur les sociétés à Malte contre 35% en France, c'est le taux d'imposition le plus bas de l'Union européenne. Eero Vilika s'est installé à Malte il y a 7 ans. Son site de casino en ligne fait partie de ceux qui ont été bloqués par l'Argel. Pour lui, la France est un paradis perdu. Est-ce que ce serait un bon business pour vous d'investir en France? Absolument pas. Pourquoi? La façon dont c'est taxé, le coût de l'agrément, c'est très dur de gagner de l'argent là-bas. D'après ce que je comprends et ce que j'entends, je ne me lancerai pas en France. Jamais. Alors, la France a-t-elle vraiment joué le jeu de l'ouverture du marché imposé par l'Union européenne? Beaucoup en doutent. En réalité, je pense qu'ils veulent que les Français jouent seulement dans les sociétés d'État, qui détenaient le monopole, et rendre ça de plus en plus dur pour que les casinos en ligne ne puissent pas entrer sur le marché français. Pour justifier ces taxes élevées, qui rapportent chaque année 300 millions d'euros à l'État, la France met en avant une protection infaillible des joueurs contre les sites pirates. L'agrément de l'Argel, l'autorité de contrôle, serait une garantie de sécurité pour les consommateurs. Marre de vous faire plumer? Jouez uniquement sur des sites agréés Argel. Mais cet argument a récemment perdu de sa crédibilité. Depuis 1 an, Pierre, ce juriste amateur de poker, a rassemblé plus de 350 plaintes. Des joueurs auraient été floués par le site Europoker, pourtant agrémenté par l'Argel. Antoine est l'une des victimes. Salut Pierre. Bonjour, tu vas bien? Ouais. Il a perdu 3 000 €, d'autres joueurs beaucoup plus. Ça, c'est tous les joueurs en contentieux? Tu as le code couleur là, et donc vert entre 2 000 et 6 000, rouge plus de 6 000. En tout, près de 300 000 € envolés au prétexte d'une faillite douteuse. L'Argel, qui dispose en temps réel de la comptabilité de tous les opérateurs agréés, n'a rien vu venir. J'ai quand même très conscience dans le fait que je vais récupérer cet argent, parce qu'encore une fois, tout ça est fait sous l'autorité de l'État via l'Argel. Donc je ne peux pas imaginer qu'on puisse se faire escroquer par des opérateurs de poker dans ce cadre réglementaire-là. Cet avocat, spécialiste international des jeux en ligne, n'est pas étonné. Le contrôle d'Internet à l'échelle nationale est inopérant. Je suis convaincu que le régulateur français, comme le hollandais, comme beaucoup d'autres gouvernements, n'ont pas les bonnes personnes ni assez d'informations pour pleinement comprendre ce qui se passe maintenant dans le secteur du jeu en ligne. Il y a 1 an, la Commission européenne a recommandé l'harmonisation des jeux en ligne dans l'Union.
une troisième voie entre la France et Malte. Bon ben 100% des gagnants ont tenté leur chance, 100% des perdants aussi, c'est mon cas. J'ai une deuxième chance au grattage, non pas avec le président de la Française des Jeux, mais avec le président du PMU, le tiercé. Xavier Ursel, il travaille au PMU depuis 2008 et comme PDG, il a piloté l'entrée sur le marché des jeux en ligne. Monsieur Xavier Ursel, vous êtes à votre bureau, mais je vais vous inviter dans mon cadre. Alors, je vais vous demander de vous mettre face à moi. Ah non, de l'autre côté, c'est ça, oui, c'est vrai, chacun sa place. Chacun sa place. Oui, vous avez préféré être là, pourquoi? Parce que j'ai monté à cheval comme jockey amateur et j'aime bien être corde à gauche pour les hippodromes, donc c'est mon bon côté du cadre. Alors vous êtes un ancien donc jockey, plutôt grand comme jockey quand même. Ah, j'ai dû hélas faire un petit régime lorsque j'ai fait des courses en amateur, oui. C'est vrai, on vous a demandé de... On m'a demandé que le cheval porte un peu moins de poids. Ouais, et donc c'est pour ça que vous n'avez pas fait carrière, c'est pour ça que vous avez fait Sciences Po. Sans doute. Et l'ENA. Absolument. Donc vous êtes un serviteur de l'État français? Oui. D'accord, vous étiez au ministère de l'économie et des finances? Oui, j'ai aussi travaillé à Bruxelles, à la délégation de la France auprès de l'Union européenne, et puis au cabinet de 2 premiers ministres à Matignon. À Matignon? Et pourquoi vous avez quitté cette fonction publique? Parce que j'ai servi mon pays pendant 15 ans et j'en étais très heureux. Et puis j'ai démissionné pour maintenant le servir dans une entreprise qui est à la fois une entreprise d'intérêt général, puisque le PMU, c'est ce qui finance toute la filière cheval, la filière équestre en France. Et puis une entreprise à la fois terriblement excitante. La France est un leader mondial sur le pari mutuel, première entreprise de pari européen. C'est une activité particulière parce qu'en fait, vous récoltez, vous prenez une partie de l'argent que les parieurs espèrent gagner, quoi. Le premier gagnant au PMU, c'est le parieur. 75% de ce que les gens misent au PMU part au gagnant. C'est très important de savoir ça avant tout. Ensuite, dans les 25% qui restent, l'État taxe le jeu. Le pari mutuel, c'est le pari où tout le monde met en commun ses mises et ensuite on répartit ça entre les gagnants. C'est-à-dire que ce sont les perdants qui payent pour les gagnants et l'opérateur de pari est totalement neutre dans le résultat du jeu. Aucune fraude n'est possible de la part de l'opérateur. Oui, enfin ça, c'est vous qui le dites, mais pourquoi vous le garantissez ça? Parce que si un cheval a une bonne cote, c'est parce que tous les parieurs jouent sur lui. Et quand une cheval a une cote élevée, c'est qu'aucun parieur ne joue sur lui. Dans le monde anglo-saxon, il y a ce qu'on appelle le bookmaking. Quand tu es en bookmaking, c'est l'opérateur de paris qui définit les cotes. Elles sont fixes. Et là, à ce moment-là, les parieurs jouent contre le bookmaker. Si le bookmaker gagne, c'est le parieur qui perd. Donc on a là un système de trading, on joue contre la banque, qui est évidemment plus dangereux en matière de régularité des courses. Vous, l'ouverture, la fin du monopole imposé par l'Europe en 2010, sur les 2 principaux opérateurs, la Française des Jeux, qui c'est plutôt la loterie, et vous, le PMU, c'est le cheval, c'est les courses hippiques. Vous avez vécu ça comme un problème, j'imagine, parce que c'était des concurrents qui arrivaient. Moi, je crois que toute ouverture de marché, il faut prendre ça comme une opportunité. Nous, on était déjà un leader sur Internet depuis 2003. Et on a décidé d'accélérer sur Internet et d'offrir aussi du pari sur les sports et du poker sur Internet à nos joueurs qui ne jouaient pas que sur les courses, mais voulaient aussi jouer sur les sports et le poker. Et donc, en fait, une ouverture Internet, c'est pas seulement quelque chose d'une régulation, ça transforme tout le reste de l'entreprise. On ouvre un PMU tous les jours en France et on essaye de mettre aussi du digital dans le réseau de points de vente. Vous ouvrez un PMU tous les jours? Un PMU tous les jours en France. Vous êtes déjà à 11 000 ou 12 000? Eh bien, nous serons à près de 13 000 à la fin de l'année. Alors, vous dites que l'ouverture à la concurrence, ça a été pour vous une opportunité. Bon, vous faites des jeux en ligne en dehors des courses? Oui, on propose maintenant sur Internet du pari sur les sports. PMU.fr est le 2e opérateur français en pari sur les sports. Tous les sports possibles. Tous les sports autorisés en France, le foot, le tennis, le rugby, le basket. D'accord. On propose aussi du poker. Et on est le 3e site en termes de poker en France. D'accord. Alors, pour revenir au poker, parce que moi, je les ai rencontrés ce matin, et ils se plaignent, ils disent, bon, on a des problèmes d'abord de fiscalité forte en France, et puis la législation nous empêche de jouer avec les étrangers, avec les joueurs qui ne sont pas en France. Vous, ça vous dérange pas, vous? C'est 2 vrais sujets. La fiscalité est très forte sur le poker. Maintenant, le principal, c'est que tous les opérateurs en France aient la même fiscalité. Évidemment, on la souhaiterait plus basse. Le principal, c'est déjà qu'on ait tous la même pour pouvoir lutter à armes égales. Le second point,
nous serions favorables à ce que nos joueurs de poker puissent jouer contre d'autres joueurs internationaux, à condition que ce soit dans des pays où il y a une vraie régulation. Alors justement, vous ne voulez pas vous installer à Malte? Qu'est-ce que vous en pensez de ce Malte qui devient en fait l'espèce de Macao européen La fiscalité européenne, ce qui est principal, c'est que dorénavant, en Europe, la fiscalité sur les enjeux est la même pour tous les opérateurs qui opèrent dans un pays. Ensuite, certains pays peuvent avoir des fiscalités un peu plus favorables sur la TVA. Là-dessus, ce sont hélas les règles européennes qui s'appliquent. La TVA peut être différente par pays, c'est la vie, il faut faire avec, il faut être plus compétitif. Par résultat, en fait, avec toutes ces régulations, votre position dominante, elle est toujours très dominante. Hein. Détrompez-vous, le vrai concurrent du pari hippique, c'est le pari sur les sports. Il faut absolument que le pari mutuel hippique soit un pari qui soit compétitif face au pari sur le foot, face au pari sur le tennis, parce que c'est là où jouent les jeunes générations. Mais pourquoi ça vous intéresse, ça? Vous qui venez de l'ENA, ce genre de business? Parce que c'est un business digital, c'est un business de proximité, sur lequel on arrive encore à offrir des services de proximité à l'ensemble des Français. Le PMU dans un village, c'est comme le bureau de poste, c'est comme la mairie, c'est la République. On dirait que quand même, on vous a protégé. L'État qui bénéficie largement de ces courses, de ces jeux, de tous ces jeux, trouve de l'argent et il vous a protégé. Détrompez-vous, on n'est pas propriétaire de nos clients quand on vend du jeu. Nos clients, tous les matins, il faut aller les conquérir. Mais pourquoi les nouveaux opérateurs qui sont arrivés après 2010, il y en a plus d'une trentaine qui ont été accrédités, il ne reste plus que la moitié. Et vous êtes restés quand même. Pourquoi le marché n'a pas fonctionné? Beaucoup de ces opérateurs étaient opérateurs offshore avant, ne payaient pas d'impôts et se sont aperçus que, comme nous, être opérateur, quand on doit payer des impôts, ça rend les opérations quelquefois moins rentables. D'accord. Donc on n'est pas du tout en monopole, on est une exclusivité de distribution, mais je peux vous assurer que tous les matins, on va aller chercher nos clients et faire le mieux pour l'ensemble de nos clients. Oh, vous êtes un bon vendeur, hein. Vous jouez, vous? Moi, j'ai pas le droit de jouer, mais j'adore les courses. Mais vous pouvez jouer en Allemagne, non? C'est vrai que quand je vais à l'étranger, là, j'ai une petite joie, c'est que j'ai le droit de parier. C'est vrai? Vous gagnez? Ça m'arrive, mais de perdre aussi. D'accord. Je vais vous laisser face à cette caméra, je vous demande de vous mettre au milieu. Vous parlez aux Européens. Je vous laisse quelques secondes. L'Europe, c'est une terre de développement. C'est une terre de développement d'Internet. C'est une terre de développement digital. Et que le pari mutuel, c'est à la fois une vieille entreprise française, mais c'est aussi une entreprise qui va être un pure player Internet. Et c'est une entreprise qui va être un leader mondial, un leader européen face aux grands de ce monde pour développer le pari sur les courses. Vox Pop, c'est terminé à la télévision, mais ça continue sur Internet. Vous retrouvez l'ensemble des reportages, l'interview dans son intégralité et même des contenus supplémentaires. Je vous embrasse les 507 millions d'Européens et Européennes. Et aujourd'hui, j'embrasse les amoureux du cheval qui ne jouent pas au tiercé. À bientôt.